Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'invite Bruno. Bonjour Bruno. Salut Victor. Et Merci. on va faire un épisode spécial sur la gestion des impayés. J'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet-là. Bruno, c'est vraiment un expert et on va avancer dessus. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 35% d'augmentation des impayés ces 10 dernières années. Et on vous a préparé tout un petit contenu pour que vous puissiez vous protéger contre ces impayés. On va expliquer pourquoi les impayés explosent, principalement à cause du Covid, de l'inflation, de la tension sociale. On va parler des régions qui sont les plus impactées. On va expliquer quels sont et donner des indications sur quels sont finalement les types de biens qui sont le plus à même d'avoir des impayés. On va parler des 4 garanties clés pour recouvrir, donc la caution, visa, GLI, protection juridique et les 5 étapes à ne pas louper pour traiter un impayé. Donc on est parti tout de suite. On commence, Bruno, avec directement les outils qu'on peut utiliser pour se protéger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, peut-être qu'on peut, avant de parler des différentes solutions, peut-être, faire un petit focus, si tu veux, sur les zones les plus sensibles, les types de locations, les plus sensibles qui sont le plus, impactés par les impayés. Et puis après, on pourra effectivement détailler toutes les solutions. Hem, Peut-être un point là, tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a les impayés, c'est un fléau qui touche, tous les propriétaires bailleurs parce que la presse, elle en parle, énormément. Le trait est toujours très grossi. Mais ce qu'il faut retenir effectivement sur les impayés, c'est qu'à chaque fois que tu as une crise, qui arrive, tu as un pic d'impayés. Donc ça a été le cas pour les différentes crises qu'on a vues, la crise financière de 2008. Après, tu as eu le Covid. Tu vois, pendant le Covid, par exemple, tu as eu un pic de plus 15% d'impayés qui a été, noté par, la DIL. Donc ça, c'est dû, essentiellement à des changements de situation parce que les personnes, enfin les locataires, changent de situation, elles divorcent, elles sont licenciées, elles ont des problèmes de trésorerie. Après, c'est pas forcément qu'elles sont de mauvaise volonté, que ce sont des mauvais payeurs, mais c'est un changement brutal de situation qui est imprévu et qui, les met au pied du mur et elles ne peuvent plus payer leur loyer du jour au lendemain. Donc ça, ces phénomènes donc qui sont accentués par les crises. Après, on peut les retrouver aussi quand il y a pas de crise, parce que voilà, c'est généralement, heu, quand tu regardes les chiffres aujourd'hui, on a, 2,1 ou 2,2 du marché, qui est confronté à des impayés. Donc c'est la proportion de propriétaires bailleurs qui est touchée par les impayés. Donc tu vois, c'est pas énorme, hein. 2 d'impayés sur le parc locatif privé, il faut pas être dans les 2. Donc si tu es dans les 98 des propriétaires bailleurs, normalement, tu es pas trop impacté, hormis les retards de paiement et cetera. Hem, donc ça, si tu veux, on peut peut-être, avancer pour donner quelques chiffres sur la typologie des impayés, qui ça touche, qui est-ce qu'il y a des régions ou pas qui sont, les plus, marquées. Alors je te disais effectivement tout à l'heure, de 2, on est plutôt à 3,26, de loyer impayé en France. Bon, ça reste quand même petit, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais on n'est pas, c'est encore assez petit. Mais bon, si tu es dans ce lot-là, tu pas de chance. Heu et donc il y a des régions, ce qui est intéressant à regarder, c'est que tu as des régions qui sont tu as plus d'impayés que d'autres. Donc par exemple, tu prends les Hauts-de-France, on avoisine presque les 4 d'impayés par rapport à la Bourgogne-Normandie où le taux, il tombe à 0,2. Donc toi, je ne sais pas dans quelle, région
tu investis exactement. Moi, je suis plutôt dans l'Île-de-France et dans l'Île-de-France, on a un taux à 1,7 d'impayés. Ouais, moi j'ai les Hauts-de-France, j'ai l'Île-de-France, j'ai de la Bourgogne-Normandie, donc après est-ce que ça respecte ça? J'ai aussi du sud du sud. Là, on n'a pas les informations. En fait, après ça dépend de quand même pas mal de choses, mais globalement, est-ce que c'est vraiment alors j'ai pas les chiffres exacts de combien j'ai d'impayés. D'ailleurs, ce serait intéressant que je le fasse. Je ne me rends pas compte, en fait, de combien j'ai d'impayés en totalité. Qu'est-ce qui est le plus touché, du coup? Donc ce qui est le plus touché, c'est les donc si on regarde par rapport à la typologie de location, clairement par rapport à est-ce que tu fais la location nue, la location meublée? Est-ce que tu as un studio ou des 2 pièces? Alors les petites surfaces, sont plus exposées aux impayés. En fait, une des causes qu'on a pu remarquer, c'est que les locataires, en fait, sont souvent des étudiants ou des jeunes actifs qui rentrent, sur la dans la vie dans la vraie vie. Ils ont souvent des revenus un petit peu, moins élevés et moins stables. Même si derrière il peut y avoir des garants, voilà, ils ont des plus faibles revenus et eux, ce sont des personnes qui prennent plutôt des petites surfaces. Heu, Après on constate sur des locations nues aussi que tu as un risque qui est un peu plus élevé que sur du meublé, parce que les baux ils sont plus longs, et puis en comparaison avec la location meublée où le dépôt de garantie est de 2 mois, versus un mois en nu, donc il y aura une meilleure solvabilité du locataire en meublé. Après ça, voilà, ça reste vraiment des grandes généralités. On a parlé des régions tout à l'heure. En tout cas, c'est voilà, c'est plutôt des tendances qui sont, notées par le marché. Moi, j'ai déjà eu le seul impayé que j'ai eu aujourd'hui, c'était sur une petite surface, un comment dire? Un studio, que jouait non pas un étudiant, mais où effectivement une personne qui venait, de rentrer dans la vie active et qui, pour cause d'arrêts maladie, successives, ne pouvait plus payer son loyer, qu'elle avait des frais médicaux énormes et donc ça s'est, ça a été compliqué à gérer. Voilà, enfin, donc ce que je veux dire, c'est tout ça, ce sont des voilà, ce sont des grandes lignes directrices, heu et ce qui est important de regarder surtout, c'est comment tu vas, pouvoir traiter les impayés et est-ce que tu as mis en place les bonnes solutions en amont pour, le jour où ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'est quoi les process? Qui est-ce que tu appelles? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui est pris en charge ou pas? Et est-ce que tu peux être indemnisé ou pas, quoi? D'où elles viennent, tes informations là? Ça vient d'où ces chiffres sur les impayés? Ça, c'est des statistiques, alors je t'ai pas mis les sources, mais statistiques, que j'ai récupérées sur internet. À la fois donc, du ministère de la Justice et puis d'autres sources. Je te redonnerai les sources, pour être précis. Souvent ce sont des agences immobilières qui font des grosses études ou des foncières qui font des études, heu, et là en l'occurrence les premières statistiques étaient issues du ministère de la Justice, notamment par rapport à toutes les demandes qui sont déposées en termes de recouvre en termes d'expulsion. OK. Là, tu indiques que le coût moyen, d'un impayé au propriétaire, c'est 4 000 €. Oui, alors c'est effectivement quand tu alors je dirais plutôt c'est quel que soit le litige que tu peux avoir, dès lors que tu veux faire une procédure judiciaire, tu sais que tu dois, te faire accompagner par un avocat. Éventuellement, tu vas prendre un huissier. Après, tu as toutes les expertises judiciaires, et payer tout le personnel, en fait, quand tu vas au tribunal et quand tu mets en place, une procédure, ça coûte cher. Donc il y a beaucoup de personnel juridique à payer. Donc aujourd'hui, le coût moyen en France constaté pour une procédure judiciaire est de 4 000 €, 30. Et là, je t'ai mis la répartition un peu des coûts. À quoi correspondent les 4 000 €? Tu as des coûts pour payer l'huissier, 160 €, les coûts de commandement de payer, 120 €, les expertises à l'amiable, 950 € et toutes les expertises judiciaires à 2 800 €. Donc toi, c'est pas ce que tu vas payer d'un seul coup, mais étalé dans le temps, finalement, ça va te faire une petite ardoise un peu salée, pour, mettre en place cette procédure judiciaire, sachant que ça dure entre, 1 an et 2 ans, un une procédure judiciaire.
Aujourd'hui, tous les tribunaux sont un peu encombrés, donc c'est un peu les délais, et le coût moyen, en France, quoi. Alors là-dessus, je suis allé un petit peu plus loin. En fait, je vous ai préparé le détail, de ce qui se passe quand vous arrivez au moment où vous voulez effectivement faire expulser quelqu'un de chez vous. Je pense que ça va être assez demandé, par ceux qui nous écoutent. Alors disons, je vais vous mettre un cas qui était, celui d'un frère Stéphane il y a récemment. Il avait un logement, qui est, occupé par une mère de famille, qui s'est retrouvée, mère seule dans un foyer. Mmh. Et son enjeu, c'était quoi? C'était que finalement, elle s'est dit que le système était contre elle, du coup, et qu'elle allait utiliser le système contre les gens. Et ce qu'elle fait, du coup, il y a quelques profils qui sont comme ça. Alors d'après les statistiques que tu as montrées, ça doit être dans les 7 de mauvais payeurs, donc dans les 3 tu as 7 de mauvais payeurs. Et du coup, qu'est-ce que font ces personnes-là? Généralement, elles vont aller de logement en logement et elles vont exploiter, toutes les failles du système et effectivement pouvoir rester, 24 mois, jusqu'à ce que, tout le processus, ait lieu. Alors comment ça se passe concrètement? Presque 15 étapes. Première étape, négocier à l'amiable. Donc c'est un engagement rapide, c'est voir directement avec le locataire, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et très vite et ça je pense qu'on en reparlera derrière avec toi Bruno. Ouais, il y a un planning. On pourra parler effectivement du planning détaillé après, qu'il faut Heu, respecter, mais vas-y, je te laisse, ouais, mise en demeure, faire un commandement de payer par un huissier, faire la déclaration au tribunal. Il y aura un jugement au tribunal de payer, faire un ordre de quitter par huissier, faire la demande à la préfecture d'expulser. S'il y a pas de retour de la préfecture en 3 mois, il faut prendre un avocat administratif pour attaquer la préfecture. Il faut porter plainte contre le locataire pour squat. En même temps, la préfecture va finir par payer vos loyers jusqu'à l'expulsion parce que la préfecture, en fait, ne fait pas l'expulsion. Alors ça, c'est un gros truc, c'est que vous allez vous retrouver avec, le fait que, on doit expulser vos locataires, mais la police ne passe pas à l'action et du coup, là, il faut directement attaquer la préfecture pour qu'on vous paye. En fait, c'est la préfecture qui fait pas le boulot et après, il y a un déplacement de la police avec huissier et enfin, il faut remplacer du coup, la serrure et la porte parce que généralement oui. ça a été dégommé par la police et enfin, attention, le locataire a 3 mois pour venir récupérer ses affaires sous couvert de l'huissier. Donc là, il faut garder ses affaires et potentiellement il faut, bah, du coup laisser le logement et attendre encore 3 mois et là, seulement tu récupères les clés de ton appartement et ça, dernière fois que nous on l'a fait, 3 000 € et 24 mois. Mmh. Du coup, dès qu'il y a cette notion-là, généralement, celui qui pilote en grande partie, enfin l'interlocuteur un peu privilégié, ça va être le huissier. Après, il y a un autre interlocuteur qui va être l'avocat. Attention si vous êtes en gestion locative parce que tout le monde va se renvoyer la balle. Donc, vous allez contacter, potentiellement votre agence qui va dire: «Ah bon, on a donné le dossier à l'avocat». L'avocat va dire: «Ah mais j'ai donné les trucs au huissier». Et en fait, tout ce truc-là va rajouter, à chaque fois 3, 5, 6 jours, de process. Vous allez enchaîner les trêves hivernales du coup, avec tous ces décalages et vous pouvez y passer, excessivement longtemps, voire même plus que 24 mois. Donc c'est bien à vous de mettre, le rythme et vous avez, l'ensemble du processus. Vous savez que toutes les étapes sont à vérifier, que c'est à vous de mettre la pression dessus. Alors je confirme, sur le fait que c'est super important de garder le pilotage et donner le rythme. Nous, on parle beaucoup des impayés locataires, mais on parle peu des impayés des copropriétaires. Typiquement, là, dans un immeuble où je suis en copropriété, on a 2 copropriétaires qui payent pas leurs charges. Et donc pareil, le syndic, on a dû changer plusieurs fois de syndic, mais le syndic pilote les avocats et le dossier juridique derrière. On n'a pas trop de visibilité et ça traîne depuis, 1 an et demi. Les copropriétaires payent pas, ils ont plus de 15 000 € de dettes. Et c'est vrai que quand tu as pas le choix parce que tu as un syndic qui est en face de toi, ça rallonge forcément parce que tu sais pas ce qui se passe, tu as pas la visibilité. Mais donc, si, effectivement, quand tu as un impayé que tu peux le gérer en direct, il faut effectivement, bien piloter la chose parce qu'il y a des délais à respecter, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ça prend du temps, ça c'est clair. Heu Avant de récupérer heu, ces deniers, il y a intérêt à avoir un petit peu de trésorerie de côté, quoi. Comment on fait du coup il y a des solutions pour se protéger des impayés. On en a déjà parlé de quelques-unes. Est-ce que tu peux nous les redétailler? Ouais, alors en synthèse, aujourd'hui, il y en a, 4 plus,
4 et demi, on va dire. La première, donc je vais les détailler après, mais donc on a le garant physique, on a Visal, on a la garantie loyer impayé, donc GLI, peut-être que vous entendrez plutôt GLI. On a la GLI inversée aussi, on verra la différence et on a la protection juridique. Donc ça, et il y a nous, on a encore dans nos clients des gens qui prennent pas de garantie. Mais aujourd'hui, je pense que il faut même pas se poser la question de: «Je prends rien, je prends juste un contrat de bail avec le locataire». Il faut au moins une des garanties, sinon ne mettez pas en place la location. Si on Alors on part peut les sur le détailler si tu veux? Ouais, si on part sur le garant, heu, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le garant? Donc bah, le garant en fait généralement sont plutôt soit des étudiants ou des jeunes actifs qui proposent en fait un garant. Donc le garant c'est qui? C'est une personne physique. Généralement c'est, la famille, donc ce sont les parents du locataire qui vont se porter garant. C'est-à-dire qu'en cas où le locataire ne va pas payer, on va pouvoir se retourner contre le garant. Ce qui veut dire qu'en amont, il faut, bien étudier la solvabilité et le dossier du garant. Le locataire, il faut bien sûr étudier son dossier, mais c'est surtout celui du garant parce que c'est lui qui va porter cette responsabilité et qui va porter les dettes du locataire. Donc bien étudier en priorité le dossier du garant. Après, tu as le choix. Aujourd'hui, quand tu mets en place un garant, il faut rédiger ce qu'on appelle un acte de caution. C'est un sorte de contrat, en fait, qui est signé entre le propriétaire et le garant et qui permet de mettre noir sur blanc que le garant va s'engager pendant toute la durée de la location à payer les dettes du locataire. Alors les dettes, c'est quoi? C'est, bah, son loyer, ses charges, les révisions de loyer, si par exemple il refuse de réviser son loyer, bah, ça tu peux les mettre dans les dettes. Voilà, c'est tout ce qu'il doit te payer qu'il ne t'a pas payé. Même si tu es sur un paiement que partiel, c'est considéré comme un impayé et donc ce contrat que tu rédiges, ça s'appelle un acte de caution. Après tu en as 2, tu as l'acte de caution simple et l'acte de caution solidaire. Tu as une petite idée de la différence des 2? On en a déjà parlé. J'ai oublié. Ah, tu voilà. Ouais, Allez, alors je vais te redonner un peu la grosse différence. Donc quand tu fais un acte de caution simple, si tu as un impayé, tu dois d'abord te retourner contre le locataire et une fois que tu t'es retourné contre le locataire, tu peux ensuite saisir le garant. Si tu fais un acte de caution solidaire et nous, c'est ce qu'on recommande à tous nos clients, l'avantage, c'est que tu te retournes directement contre le garant. Tu passes même pas par la case locataire. Locataire, tu lui fais une petite lettre, de relance en disant: «Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu as pas payé ton loyer, est-ce que c'est normal ou pas?» Peu importe sa réponse, si tu as pas de réponse ou qu'il veut pas payer, tu te retournes directement contre le garant. Voilà, donc privilégiez un acte de caution solidaire, ce qui vous permet de vous retourner directement contre le garant. si le garant il paye pas, Alors donc si le garant ne paye pas, bah, c'est là que tu dois mettre en place les procédures, judiciaires. Sachant que le garant aujourd'hui alors c'est le garant, c'est quelque chose que la plupart des propriétaires bailleurs demandent ou ça a été le la 1re solution, tu vois, qui a existé depuis la nuit des temps. Parce que un c'était gratuit, 2 c'était facile à mettre en place, notamment dès lors que le locataire il a, des parents qui veulent se porter caution, bah, tu peux mettre en place ce document-là. Après, c'est pas ça qui va te résoudre les problèmes. C'est juste comment dire? C'est un effet psychologique, parce que si le locataire ne paye pas, bah, le garant, donc généralement la famille, va se retourner contre le locataire pour dire: «Beh, écoute, arrête de déconner, et tu intérêt à payer le loyer parce que sinon ça va être de ma poche». Donc voilà, c'est plutôt un effet psychologique sur le locataire, mais en tout état de cause, si le locataire ne veut pas payer ou si le garant ne veut pas payer ou si ils sont insolvables, là, tu es obligé de mettre en place les procédures judiciaires. ouais, Donc c'est les la même procédures procédure judiciaire, c'est ça? ouais, donc les procédures judiciaires, alors tu l'as un petit peu détaillé tout à l'heure, si tu veux, on peut revenir peut-être sur le planning. Le planning à respecter, donc il y a tu as 5 étapes. Heu, donc ça fonctionne que quelle que soit ta situation, que tu aies un garant ou pas de garant, dès lors que tu as un souci avec le locataire. Il faut d'abord que tu, mettes en place que tu prouves que tu as, essayé de résoudre le problème à l'amiable.
Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle la relance à l'amiable. Donc généralement, tu la fais de suite, hein. Si la date de paiement est le 5 du mois et que, 5 jours après, bah, tu t'aperçois que le locataire, il a toujours pas payé, bon là, tu peux lui faire une petite relance par SMS, par mail ou tu peux l'appeler. Voilà, donc c'est vraiment une relance informelle, juste pour s'assurer que c'est pas un oubli. Parce que moi, j'ai déjà eu des locataires qui oubliaient de payer, hein. Ils disent: «Ah mais j'étais en vacances, j'avais pas de connexion internet» ou je sais pas, «J'ai pas pensé», enfin bref. Donc là, tu fais juste un petit rappel. Si entre, le 15e jour du mois et la fin du mois, il s'est toujours rien passé, c'est-à-dire que le locataire, tu pas reçu le virement, tu pas reçu le loyer, à ce moment-là, il faut que tu fasses une lettre, une mise en demeure, que tu envoies par lettre recommandée. Ça a toujours plus de poids, et dans cette mise en demeure, donc tu l'envoies bien sûr au locataire, tu l'envoies aussi au garant, super important s'il y a des garants, donc il faut l'envoyer vraiment aux 2. Au garant, il faut lui joindre aussi le bail qui a été signé pour rappeler au garant qu'il y a un bail de location actif entre toi et le locataire. Tu peux mettre aussi dans ce courrier les preuves que tu as déjà relancé le locataire à l'amiable, donc soit parce que tu lui as fait un SMS, soit parce que tu lui as envoyé un email. Donc, c'est ce qu'on appelle ça, se constituer un dossier de preuves. Et ça, c'est important d'avoir des traces. Donc, c'est pour ça, vaut mieux le faire par SMS, par écrit ou par email, parce que ça te permet d'avoir un dossier de preuves. Et quand tu iras voir les tribunaux, la première chose que va te demander le tribunal, c'est est-ce que vous avez bien respecté ces différentes étapes? C'est quoi votre dossier de preuves? Le dossier de preuve, c'est tout ce qu'on est en train de dire à l'instant, le fait que tu as fait une relance à l'amiable, le fait que tu as fait une mise en demeure du locataire, du garant, donc ça, c'est super important et donc tu dois effectivement, voilà, donc ça c'est la deuxième étape que tu dois faire. La troisième étape, s'il se passe toujours rien, donc c'est-à-dire après ta lettre de mise en demeure, si en 45 jours, entre 45 et 60 jours après, il se passe rien, c'est-à-dire tu as toujours pas reçu de loyer, ni de la part du locataire, ni du garant. À ce moment-là, c'est là que tu peux faire appel à un huissier, qui va, mettre en place un commandement de payer. Donc là, c'était ce que tu disais tout à l'heure, donc ça, c'était obligé de passer par cette case-là, heu et dans le process, ce document, donc le commandement de payer, fait courir un délai de 2 mois au locataire pour régulariser. C'est-à-dire que pendant 2 mois, au bout de 2 mois maximum, le locataire doit te payer. Et tu peux pas saisir le tribunal tant que tu as pas laissé courir ce délai de 2 mois. Donc si voilà, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre. Il faut pas trop laisser traîner l'impayé dès que tu as un souci parce qu'après ça peut te rallonger les délais. Hem et si tu as toujours donc ça c'est la troisième étape, le commandement de payer, du 45e jour au 60e jour et si passé ces 2 mois, tu as toujours rien, c'est-à-dire que tu as pas de signe de vie du locataire ni du garant ou qui te répondent pas ou qui t'envoient un peu bouler, c'est à ce moment-là que tu saisis le tribunal. Et donc l'avocat à ce moment-là, il te faut voilà, être accompagné par un avocat. C'est l'avocat qui va rédiger une assignation en justice, donc pour saisir le tribunal judiciaire. Et donc là, ce que va faire le tribunal, judiciaire, bah, c'est, demander en fait la résiliation du bail. Donc c'est parce que tu auras mis une clause résolutoire dans le bail. Donc c'est ce qui va permettre au juge de résilier le bail parce que le locataire ne paye pas tes loyers et ensuite ça va pouvoir effectivement mettre en place les actions, qui suivent, à savoir l'expulsion, heu éventuellement le paiement des dettes. Donc quand ton locataire, il est solvable ou que le garant est solvable, le but d'ouvrir une procédure judiciaire, c'est d'aller, faire des saisies sur salaire, côté locataire ou côté garant ou des saisies sur compte bancaire. Donc si, i les locataires est solvable, tu peux récupérer l'argent. Par contre, dans le pire des cas où ton locataire ou le garant n'est pas solvable, donc les demandes qui sont faites par le tribunal de faire des saisies sur compte bancaire ou sur salaire ne fonctionnent pas. À ce moment-là, tu es obligé de passer par la dernière étape, donc l'étape 5, qui est l'expulsion. Donc tu peux pas garder un locataire, non solvable et qui paye pas. Et là, c'est là que les délais, heu, sont très longs quand tu passes par la case d'expulsion. Tu vois, je t'ai mis à peu près une moyenne entre 6 à 18 mois en moyenne pour obtenir l'expulsion effective. Donc c'est long, donc ça peut aller jusqu'à 1 an et demi et
entre-temps, il y a la trêve hivernale, dont effectivement tu as touché 2 mots tout à l'heure. Trêve hivernale, c'est entre le 1er novembre et le 31 mars, tu peux pas expulser. C'est interdit. Donc tu vois, tu perds, 4 mois encore. Donc au final, tu peux facilement atteindre les 2 ans. Mais en tout cas, voilà, les étapes, tu as 5 grandes étapes, tu as vraiment un planning à respecter. Donc d'abord à l'amiable, ensuite, via un commandement de payer, ensuite tu peux saisir le juge et enfin tu peux expulser le locataire. Ouais, c'est Donc très ça, c'est ce clair. que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire quand, par exemple, tu as mis en place un acte de caution, solidaire et que tu as un garant physique. Donc là, toutes les démarches sont, portées à l'encontre du garant, quoi. Il y a un enjeu sur les garants. Ils peuvent, arrêter d'être garants et on n'est pas obligé d'être au courant. Alors, ça, c'est une bonne question. Tu sais que là, je te disais en début, d'enregistrement que j'ai eu un locataire qui ne payait pas son loyer et donc je me suis retourné naturellement vers le garant et le garant m'a dit, m'a fait un mail en me disant: Bon, excusez-moi, hein, c'est une erreur. En fait, je veux plus être garant. Je ça m'intéresse pas». Je fais: «Non, tu peux pas te retirer. Tu peux pas, rendre caduc un acte de caution solidaire parce que tu l'as signé et en fait, il est valable pendant toute la durée du bail. Donc tant que tu as un locataire qui est présent dans les lieux, tant qu'il est là, tant qu'il n'a pas été expulsé, en fait, le garant, il est solidaire des dettes du locataire. Donc le garant, il peut pas te dire: «Oui, j'aimerais bien résilier cet acte de caution, j'aimerais bien m'en aller, j'aimerais bien ne plus, avoir à supporter les dettes». Ça marche pas, tout simplement parce qu'il est engagé contractuellement pendant toute la durée du bail. Donc c'est pour ça que signer un acte de caution solidaire, c'est super engageant pour le garant. Donc le garant, c'est pour ça que, les ceux qui s'engagent, ils doivent avoir conscience des risques qu'ils prennent, heu, parce que tu peux pas en sortir, quoi. Il y avait la notion de bail, renouvelable. Par exemple, je peux être garant pour un bail de meublé Ouais. et au bout d'une année, envoyer un courrier recommandé et dire: «Je ne souhaite plus être garant». C'est plus le même bail quand c'est reconduit. Alors, ouais, là tu touches à une nuance, en fait, une particularité de l'acte de caution solidaire. Hem Quand tu fais un acte de caution solidaire, tu peux mettre une durée sur l'acte de caution solidaire. Donc il y a il y a ou pas. Donc si tu mets pas de durée, ça c'est une durée indéterminée. Mais si tu mets une durée, à ce moment-là, c'est pas valable à l'infini. C'est valable, pendant que le bail est actif et pendant son renouvellement. Mais tu es obligé d'indiquer le nombre de renouvellements. Sinon, si tu transformes cet acte de caution solidaire en durée indéterminée. Et donc quand tu regardes, par exemple, si tu prends un acte de caution à durée déterminée, donc le garant, donc si tu fais une location nue, il va s'engager minimum pour 3 ans ou bien 1 an si tu es en meublé et toi, dans cet acte de caution-là, il faut préciser le nombre de renouvellements. Donc généralement, nous, ce qu'on propose à nos clients quand on leur fait leur bail de location, on met 2 ans, enfin 2 renouvellements. Donc si tu es sur un bail de location nu et tu fais 2 renouvellements, ça veut dire qu'au total, le garant va se porter caution pendant 9 ans pour cette location vide. Il ne pourra pas rompre son engagement, heu, avant la date de fin prévue. Donc si par exemple, ton bail est renouvelé 4 fois, donc c'est déjà beaucoup 4 fois et que tu as mis dans l'acte de caution solidaire 2 renouvellements, bah, forcément, après les 2 renouvellements, l'acte de caution solidaire ne sera plus valable. Mais voilà, là, on est sur des tu vois, c'est déjà quand tu mets 2 ans, tu prends déjà 9 ans, c'est beaucoup, hein. Heu, donc ça, c'est la première façon pour le garant de sortir du bail si tu es parti sur un bail à durée déterminée avec un certain nombre de renouvellements. Donc nous, on conseille 2 renouvellements et l'autre cas qui est l'acte de caution solidaire avec une durée indéterminée. Donc ça veut dire quoi quand tu mets une durée indéterminée? Ça veut dire que le garant, il reste tenu des dettes locatives jusqu'à la fin du contrat de location en cours et son engagement peut prendre fin qu'à partir de la reconduction ou du renouvellement du bail, hein.
Donc là-dessus, effectivement, tant que le bail est actif, et que tu peux pas en sortir, même si tu fais un renouvellement, tu peux pas en sortir. Donc tant qu'il ne se désengage pas, le garant reste, pendant toute la durée du bail et même en cas de renouvellement. Il y a un truc sur les garants, ce que tu me disais, c'est qu'on n'a pas le droit de refuser un garant s'il n'est pas sur le territoire français. Mais Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est pas conseillé de prendre un garant qui n'est pas en France, parce que si tu as un souci, un impayé, bah, ça veut dire que tu vas devoir saisir, le tribunal de justice du pays dans lequel se trouve le garant et donc ça va rallonger encore plus tes délais parce que, le tribunal, par exemple, si tu es sur Paris, bah, le tribunal de Paris va mettre en place toutes les démarches. Le tribunal va devoir se mettre en lien avec le tribunal dans lequel dans le pays de résidence du garant et donc tu vois, c'est jamais bon d'avoir, après si c'est pas les mêmes mois, ça risque de se compliquer. Donc dans les faits, oui, tu peux bien sûr prendre un garant qui est pas en France, mais en cas d'impayé, tu vas rajouter une complexité dans la résolution du litige. Déjà qu'en France, c'est compliqué quand tout le monde est en France, avec des avocats, et des huissiers qui sont en France. Si le garant prend un avocat pour se défendre dans son pays d'origine, heu, tu vas rallonger considérablement les délais, quoi. Mais techniquement, oui, c'est possible, quoi. ouais, quand tu fais un emprunt auprès d'une banque, généralement, il y a énormément de sûretés qui sont prises sur l'emprunt. C'est déjà, il y a une sûreté sur toi, où tu t'assures de payer et à la limite, la banque peut te saisir tes biens et la banque peut aussi te saisir le bien que tu as acheté. Là, dans le cas des garants, on ne peut pas faire de la GLI, plus on garantit loyer impayé, plus de prendre un garant, c'est de la surprotection, c'est ça? Alors, ouais, quand tu veux enfin, en gros, c'est est-ce que pour avoir un maximum de sécurité, je peux mettre en place plein de solutions, en parallèle? Heu, En théorie, non, tu peux pas, sauf dans certains cas particuliers. Par exemple, si le locataire est étudiant ou s'il est apprenti, tu peux combiner un garant physique avec une GELI ou ISAL, les ISAL avec un garant. Mais dans tous les autres cas, c'est-à-dire si le locataire est en CDI ou qu'il est ni étudiant ni apprenti, c'est au choix. Tu peux pas mettre, un garant physique plus une GELI, ça marche pas. Donc c'est pour ça que ça dépend vraiment du profil du locataire. En fonction du profil du locataire, tu vas pouvoir déjà t'orienter vers, tel ou tel type de solution, pour te protéger. Heu et ensuite, dans un second temps, ça dépend aussi du on va parler de la GELI, je pense, un peu tout à l'heure, mais voilà, après, si tu veux mettre en place une GELI, ça va dépendre aussi des loyers, enfin des revenus, du locataire. Si tu veux mettre en place Visal, ça va dépendre du loyer que toi, tu proposes à ton locataire, parce que si les loyers trop, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que choisir une solution, tu vois, c'est pas trivial parce que ça dépend de tout un tas de paramètres. Mais le plus facile reste encore le garant à mettre en place, et après à réfléchir si tu veux absolument mettre en place à côté une GLU ou pas. Qu'est-ce qui se passe, lorsque tu vends le logement où il y a un décès de garant? Donc par exemple, moi alors ça, c'est un gros truc qui arrive assez souvent, je m'achète un immeuble, il est déjà loué. Ouais. Comment je fais pour récupérer les garants? Comment je fais pour récupérer les GLI? Alors, quand tu vends ton bien ou quand tu achètes, en fait, tu hérites du profil locatif, c'est-à-dire que tu récupères le locataire, tu récupères le bail de location, tu récupères le garant. S'il y avait un garant, bah, l'acte de caution, il est toujours existant. Donc ça veut dire que le garant, il n'est pas libéré de son engagement, parce que, tu as un changement du bailleur. Heu, donc toi, si demain, tu achètes un immeuble et qu'il y a plein de locataires et que tous les locataires, ils ont des garants, bah, naturellement, tu vas automatiquement récupérer les garants de tous les locataires et le garant, il peut pas dire: «Ah bah non, j'ai plus envie d'être garant parce que, c'est toi Victor qui reprends l'immeuble». Donc ça marche pas. OK. S'il y a un garant, décède? Alors, bah, si le garant décède, c'est une bonne question. Là, c'est pareil. L'acte de caution est toujours valable.
il est pas résilié et ce sont les héritiers, donc du garant, qui sont tenus de payer les dettes, existantes du garant s'il décède. Donc tu vois, l'acte, il est, tu peux le «transmettre» entre guillemets. Enfin, tu Ouais, mais transmets pas des tu transmets un peu des dettes. Mais en tout cas, les dettes sont transmissibles entre héritiers, quoi. tu vois, mais techniquement, comment ça se passe? Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, tu as des clients, tu as un de tes clients qui fait faillite. Disons que, tu vois, moi, j'ai eu le cas, pas mal de fois, tu sais, un de mes clients, il me loue, des bureaux, tu vois? Et il me doit me louer pour 2 000 € de bureau. Lui, il arrête de me payer, puis finalement, il passe en liquidation judiciaire. Là encore, faut-il que moi je sois au courant qu'il soit en liquidation judiciaire. Ouais. Donc encore faut-il que le liquidateur ait bien fait son boulot pour bien avoir repris toutes les dettes de cette personne et m'informer que le gars est en liquidation judiciaire. Et là, moi, je dois me déclarer en annonçant mes créances et potentiellement, sachant que là, je suis vraiment en bout de queue, tu vois? Parce que bon, Mmh. ce gars est en liquidation, il y a l'État qui passe avant, il y a l'Urssaf et cetera, il y a les Ouais. banques. Moi, j'arrive tout en bout de queue et potentiellement, je vais retoucher de l'argent. Mmh mh. C'est complexe et ça, donc ça, vous l'avez avec vos artisans qui font des travaux, vous l'avez un peu avec tout. Donc il y a déjà plusieurs démarches à mettre en place, mais ça ressemble pas mal finalement à ce processus-là. Une des démarches les plus classiques, c'est quand même, alors c'est un truc qu'on fait pas d'habitude, mais d'être informé, de mettre des alertes en fait sur des entreprises. Ouais. Parce que quand vous mettez des alertes sur les entreprises, par exemple, je mets une alerte sur un artisan, entreprise d'un artisan sur, Papers, société.com. Dès qu'il y a un nouveau document qui sort, je peux être informé et du coup, s'il y a une mise en place d'une procédure de redressement ou de liquidation, je peux être informé, donc c'est publié dans le Bodac. Ça m'envoie une information et ça me dit: «Attention, cette personne-là est en sauvegarde ou redressement». Du coup, moi, attention, je me rappelle qu'il faut que j'envoie mes documents, il faut que je trouve quelle est la personne. C'est indiqué, en fait, qui sera la personne en charge du redressement, qui sera la Ouais. personne en charge de la liquidation pour que j'informe. Bon, il y a aussi d'autres principes. D'ailleurs, ça, faudrait que je le fasse, en fait, quand il y a des entreprises qui sont en liquidation, ou en redressement, faudrait que quand des personnes ne vous payent pas, en fait, il faudrait que je vous donne les procédures. Mais ma problématique, c'est déjà ça, c'est compliqué, alors que c'est un peu codifié. Oui. Mais disons que là, tu vois, tu as un gars, il te paye, bon, son père décède, tu vois? Au bout de 2 ans et demi, le gars te paye plus. Tu vois, tu vas te dire: «Ah bah tiens, je vais saisir le garant». Techniquement, hein, comment ça marche, hein. Donc je shoot des mails au garant, tu vois? Le Ouais. garant, il est plus là. J'essaie de l'appeler, le garant, il est pas là. Qu'est-ce que je fais? Pour réussir à trouver, qu'il est toujours en vie ou décédé, personne va relever ses mails, tu vois? Non, c'est bah, après si tu as pas de retour, après tu passes, donc via la procédure judiciaire qui, eux, vont faire, bah, les recherches. Ils vont envoyer des huissiers, ils vont aller constater que la personne n'est plus là. Pourquoi elle est plus là? Après ils peuvent, interroger les voisins. «Ah oui, elle est décédée». Hem, donc tu arrives tu peux trouver l'information, soit par toi-même, soit parce que tu utilises des huissiers ou autre, pour, savoir que le garant n'est plus là. Heu et après effectivement, c'est le tribunal qui peut ordonner d'avoir l'information pour savoir qui sont les héritiers, puisqu'après s'il y a quelqu'un qui décède, maintenant c'est enregistré, et derrière tu as, tout un tas de choses qui doivent être faites pour la transmission. Bah, transmission, soit, parce qu'il a du patrimoine ou soit il a des dettes. Donc après ça doit passer certainement par le notaire. Heu, mais donc ça après je pense que c'est compliqué de le faire tout seul, parce qu'on n'est pas armé, parce qu'il y a pas de tu pas d'éléments, et que, il faut que tu te fasses, tu confies cette tâche effectivement, enfin le dossier à l'avocat, tu vois, qui suit ton dossier. Mais oui, effectivement, c'est des cas, un peu à la marge. Moi, j'en ai jamais eu de cas comme ça, mais qui peuvent être vite compliqués à traiter et c'est pour ça que si tu passes enfin voilà, si tu as pas d'avocat, sous la main ou même de juriste pour t'aider, c'est un peu difficile de le faire tout seul, quoi. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est, en fait, je pense que c'est un peu complexe. Il y a plein de choses que je ne sais pas et c'est super intéressant. À mon avis, il faudrait voir avec des avocats ou des notaires. Parce que tu vois, demain, par exemple, tu hérites de 100 000 € de patrimoine. OK, très bien. Je sais pas pendant combien de temps on peut revenir te chercher parce que, ta tante, tes parents, tes amis, bref, celui qui t'a légué, quelque chose était, caution d'autre chose, tu vois? Mmh mh. Et pareil pour les procès, tu vois? Je sais pas si on peut être condamné une fois qu'on est décédé. Fort possible, tu vois? Mais Ouais. si par exemple, tu as quelqu'un, je sais pas quoi, il a fait une entreprise, finalement il est condamné au pénal, mais le gars est décédé, il doit, 500 000 €.
est-ce qu'on va les taper les 500 000 € sur des, sur ceux qui ont hérité et quelles sont les limites, quoi? Parce que je me demande, bah, c'est intéressant ça. D'ailleurs, il faut que je trouve quelqu'un qui fait ça, parce que c'est intéressant comme, comme élément. Si on revient sur la caution solidaire, du coup, caution solidaire, ça c'est fait automatiquement avec Monsieur Hugo, c'est ça? Donc Monsieur Hugo, c'est ce que tu as créé, une plateforme que moi j'utilise pour gérer, certaines de mes colocs? Alors ouais, effectivement, tu peux passer par Monsieur Hugo, donc c'est, la plateforme de gestion locative qu'on a mis en place et qui, permet aux propriétaires bailleurs de gérer, bah, t leurs biens, sans agence. Donc nous, on a mis en place, en fait, différents algorithmes qui te permettent de faire un bail de location conforme avec la réglementation. Ça va te générer, bien sûr, l'acte de caution solidaire. Donc nous, on est sur un acte de caution solidaire et derrière, le garant et le locataire vont signer de façon électronique toute la documentation contractuelle. Heu, donc c'est voilà, donc je vous conseille vraiment de partir sur des documents à jour, parce que les contrats de location, ils changent, l'acte de caution solidaire aussi change, il y a des nouvelles mentions à rajouter et tout à l'heure, tu me disais: «Comment je peux casser un acte de caution?» Bah, tu peux le casser s'il est pas à jour, par exemple, s'il manque des mentions, s'il est pas écrit correctement. Là, le garant va dire: «Bah non, je te le fais sauter ton truc parce que, il est pas à jour, il a pas été fait proprement». Donc ça peut être un vice de procédure ou vice de forme. Donc utiliser des documents, vraiment à jour. Donc nous, c'est pour ça qu'on a mis en place, cet applicatif, via Monsieur Hugo pour s'assurer que le propriétaire qui va mettre en place un bail de location, il a bien les bonnes clauses, que tout est propre, carré et donc là, en l'occurrence, l'acte de caution solidaire respecte bien les parce qu'en fait, c'est l'État, hein, c'est l'État qui impose ce formalisme et toutes ces mentions qui doivent figurer sur l'acte de caution, bah, que ça soit bien à jour et comme ça, après, effectivement, tu auras pas de risque que le garant revienne vers toi en te disant: «Ah, au fait, le document, il est pas bon, donc je peux sortir, et me désengager», quoi. Je fais un garant, ça c'est une des solutions. Après j'ai une autre solution qui est, la garantie Visale. Qui fait la garantie Visale. Ouais, alors garantie visale, alors c'est une, garantie qui a été créée par l'État, par le gouvernement en 2016 et l'objectif c'était d'aider les jeunes à se loger. C'est toujours, il y a toujours des problèmes pour se loger. En plus, aujourd'hui, il y a la crise du logement et les jeunes sont impactés de plus en plus. Et donc l'État, pour, permettre aux jeunes de se loger facilement, a mis en place cette sécurité pour que les propriétaires bailleurs se disent: «OK, si le jeune ou l'étudiant, il paye pas, à ce moment-là, Visal va prendre le relais et va m'indemniser». Donc la Visal, c'est comme une garantie loyer impayé, mais proposée par le secteur public. Donc en gros, c'est tes impôts, c'est nos impôts qui financent cet organisme et qui financent en fait, bah, les loyers qui te sont remboursés par Visal. Donc c'est gratuit, Visal, hein, c'est pour, le propriétaire et c'est gratuit pour le locataire. J'ai, tout le monde n'y a pas le droit à Visal, notamment, bah, les locataires qui peuvent en bénéficier, il faut que tu rentres dans les cases. Donc, que heu, tu sois moins de 30 ans, que, tu sois pas en CDI confirmé. En gros, ils prennent, généralement, tous les profils qui sont refusés par les garanties loyers, impayés, donc par les GLI du secteur privé. Pour faire un peu le parallélisme entre les assureurs du privé qui vont vouloir assurer que des locataires qui gagnent au moins 3 fois le loyer, qui sont une situation stable, qui sont en CDI. Visal, lui, sa politique, c'est l'inverse, c'est de récupérer, tous les profils de locataires qui ne peuvent pas être assurés par le privé. Donc du coup, il faut que ton locataire, en fait, se dépose son dossier ou sa candidature sur le site de Visal et Visal fait un retour en fonction de son profil. Donc ils vont regarder ses revenus, ils vont regarder son comment dire? Sa profession, et ils vont aussi regarder le comment dire? Le prix du loge enfin le prix de la location. Parce que ça rentre aussi en jeu. Hem, donc je crois que je t'avais remis voilà, je t'avais remis Ouais, les barèmes. on a les éléments donc si je reprends ce que tu m'as indiqué, c'est la tant que le locataire il est, en dessous de 30 ans,
avec un minimum de 18 ans, tous les profils sont acceptés. Si le locataire est au-dessus de 30 ans, il faut qu'il ne gagne pas plus de 1 500 € par mois, quoi, net et Ouais, seulement en CDD, uniquement en CDI en période d'essai et en CDI, si c'est en CDI confirmé, ça marche pas et ce que tu disais, c'est que ça fonctionne pour tous les types de baux du coup, oui, donc que ce soit mobilité nue meublée, mais pas de commercial et pas de saisonnier. oui, OK, le montant de loyer, on l'a vu. Non, le montant de loyer, c'est 1 500 € en Île-de-France ou 1 300 € sur le territoire. Ça, c'est que pour ce que loue la personne. Donc si j'ai une coloc où c'est 2 000 € en totalité et que la personne loue 500 €, c'est bon. ouais. Si ton loyer dépasse, ce ne sera pas pris en charge par Visal. Et donc là, au niveau de Visal, c'est pareil, tu ne peux pas cumuler un garant physique avec Visal, sauf si, étudiant ou apprenti, quoi. Entre un et 2 locataires, une seule garantie Visale peut être souscrite. À partir de 3, chaque colocataire doit se souscrire individuellement à la garantie Visale. Donc ça, c'est pour les colocs. Si tu Ouais, fais de la colocation, et que tu as plus que 3 chambres, bah, là, il faut demander, enfin, c'est pas demander, c'est que chaque colocataire est obligé de demander son Visal. Donc ça, c'est important et une fois que tu as l'accord de Visal, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que le locataire, il vient te voir, il te dit: «Voilà, j'ai eu mon document certifié par Visal», donc ça s'appelle un tu as un numéro Visal, et ça prouve que Visal va se porter, caution de ce locataire pour la location et donc toi, en tant que propriétaire, tu dois aller sur le site de Visal, rentrer le numéro que tu as passé le locataire. Ça te permet d'activer la garantie pour ce locataire, et un petit détail super important, les gens se trompent souvent dans le process, tu dois donc tu dois, signer le bail qu'après avoir signé le contrat de cautionnement Visal et exactement. si tu as un couple de locataires qui signent le bail, on doit retrouver, aussi les 2 identités du couple sur le document Visal. Voilà, donc en gros, il doit y avoir un effet miroir entre, le contrat de bail, de location et le document Visa, quoi. OK, c'est très clair. Comment je reporte, dans le contrat de bail le numéro Visale? Alors aujourd'hui, tu as pas besoin de reporter ce numéro, tout simplement parce que, c'est 2 documents, différents. Tu as une relation entre guillemets «contractuelle» entre Visal et le propriétaire, ça se fait via leur site internet. Donc c'est sur le site internet de Visal que tu vas accepter les conditions, générales et cetera et que tu vas rentrer le numéro Visal. Donc il y a que ça qui fait foi, et c'est pour ça qu'il y a pas d'obligation, il y a aucun intérêt surtout à mettre dans le bail que tu as un Visal. La seule chose que tu es obligé de mettre dans le bail, c'est si tu as un garant physique. Là, c'est une obligation, tu dois préciser dans le bail de location que tu as un garant physique. Voilà, après si tu prends une garantie type Visal ou GLI, ça a pas à figurer dans le bail, quoi. C'est combien de temps? J'y pendant combien de temps la Visale? Le document Visal, tu veux dire? Et enfin la garantie, Visale, elle fonctionne combien de temps? Alors bah, elle fonctionne pendant toute la durée du bail de location. Donc voilà, après voilà, après ça dépend du bail de location, donc il y a pas de date de fin, en fait, pour le document Visal, quoi. Un locataire me doit 500 € par mois. Il me dit: «Écoute, j'ai plus d'argent, je te paye 100 €. Est-ce que je peux demander à Visal de payer le complémentaire?» Alors oui, bah, c'est une dette, hein, s'il te paye que partiellement le loyer, il faut que tu déclares sur le site de Visal, le montant que le locataire te doit. Soit c'est le loyer complet, soit c'est juste le bah, la différence. Mais il faut que tu déclares, même si tu as, 1 € à partir d'un euro, enfin, tu vois, il y a pas de dès que tu as une dette du locataire, il faut le déclarer, en fait et tu fais ce qu'on appelle un décompte, bah, de tout ce que te doit le locataire. Ça peut être des charges qu'il a pas payées, ça peut être, une augmentation de loyer qu'il a refusée. Voilà, tout ça, ce sont les dettes du locataire, donc tu dois reporter sur le site de Visal et donc là, c'est pareil, tu dois aussi respecter un petit formalisme, donc t'assurer que tu as, alerté le locataire, que c'était pas un oubli, parce que Visal derrière va prendre le relais, heu heu, juste après, quoi. Tu en as utilisé des Visal? Bah, écoute, moi, lorsque le locataire, il me demande, enfin, il me dit: «Tiens, j'ai Visal», bah, j'accepte, hein, de le Visal. Après, j'en ai jamais eu l'occasion de la mettre en jeu, parce que j'ai pas eu d'impayé encore avec un locataire qui avait Visal.
Après les retours d'expérience qu'on a et que le secteur de l'immobilier, a de Visal, c'est que compte tenu que Visal, c'est l'État, tu vois? Ils vont leur priorité, c'est pas de mettre dehors le locataire. Ils vont pas être tout de suite: «Ah, il faut que j'expulse le locataire», parce que Visal, ça a été conçu pour aider les gens à se loger, pas pour les mettre dehors, quoi. Donc du coup, Visal aura tendance à faire traîner les dossiers, traîner la procédure, ce qui est tout le contraire d'une GLI où l'assureur du privé, il va, au contraire chercher à t'indemniser le moins possible et à te mettre au plus vite dehors le locataire en lançant la procédure d'expulsion. Visal, c'est l'inverse. Ils vont essayer de négocier avec le locataire, de trouver une situation à l'amiable, de trouver un plan d'apurement de la dette. Enfin, ils vont essayer de tout ce qui est possible de faire pour ne pas avoir à expulser le locataire. Parce que ça, c'est pas la logique de l'État de mettre les gens dehors. Et donc, du fait de cette organisation de fonctionnement de Visal, bah, les process sont longs, le traitement est long. Après, tu es indemnisé, donc Visal te paye. Bon, de toute façon, c'est l'argent de l'État, donc ils vont te payer ton loyer. Mais après, il faut savoir que tu as une durée limitée. C'est, heu, je crois que c'est 2 ou 3 ans, faudrait que je revérifie. Mais en gros, pendant ces au-delà de cette durée, ils stoppent les remboursements. Donc tu vois, s'ils ils font traîner les dossiers, bah, que tu dépasses la durée maximale pendant laquelle tu vas toucher tes loyers, après, du jour au lendemain, ça s'arrête. Voilà, donc il faut juste faire attention sur ce traitement social qui est fait aujourd'hui par Visal, et qui est, aux antipodes de celui qui est fait par, les GLI. Du coup, les GLI, donc je peux en mettre une, donc à part si c'est un étudiant ou un alternant, je peux en mettre une si j'ai pas de garant. Donc j'ai pas de garant, je peux mettre une GLI. Ouais. Tu peux en mettre une effectivement dans, que tu aies un locataire déjà en place ou si tu en as pas. Alors le cas le plus simple, c'est tu as déjà un locataire en place et tu te dis: «Tiens, je vais en mettre une, je vais mettre une GLI parce que, j'ai envie de sécuriser mes revenus, je peux pas me permettre, d'avoir un mois sans loyer». Donc là, dans ce cas-là, tu peux mettre en place, immédiatement la garantie loyer impayé sur ce locataire, si ton locataire est à jour de ses loyers sur les 6 derniers mois. Donc si c'est le cas, tu peux automatiquement, heu, mettre en place la GELI. Il y aura pas d'étude du dossier du locataire, il y aura peu importe le profil du locataire, elle va être mise en place instantanément. Oui, tu as des solutions. Et alors donc généralement, tu as une carence pour ce quand tu mets en place une GELI, en fait, directement sur, un locataire en place, tu as une carence de 3 mois. Donc c'est-à-dire pendant les 3 mois, tu peux si tu as un impayé, ça pas pris en charge. Mais ça, c'est globalement identique à tous les assureurs. Par contre, lorsque c'est un nouveau locataire et que, bah, il arrive, hein, tu veux le mettre en place dans ta location, là, l'assureur va te demander va devoir, analyser la solvabilité du locataire. Donc c'est là qu'il te faut, bah, tout le dossier justificatif toutes les pièces justificatives du locataire pour que l'étude soit faite. Alors après, d'un assureur à l'autre, tu peux regarder sur le marché, le taux de solvabilité, est différent. En fait, ça varie, hein. Typiquement, nous, pour donner un exemple, au niveau de Monsieur Hugo, on a négocié des offres de gros avec différents assureurs et on a des assureurs qui sont, plus flexibles, et d'autres qui le sont moins. Donc je te donne un exemple, par exemple, avec Allianz. Allianz accepte des locataires qui sont, où il y a peu de risques, c'est-à-dire qui ont des plus gros revenus. Mais par contre, la contrepartie, c'est tu as un taux, tu le prix de ta GELI est plus basse. On travaille aussi avec un autre qui s'appelle le Millard, qui lui accepte beaucoup plus de profils de locataires. C'est-à-dire qu'ils acceptent des locataires qui ont plus à risque d'avoir des impayés et donc la contrepartie, c'est que tu vas payer plus cher, en fait, ta GELI. Après, tu as des zones aussi qui sont sinistrées. Là, on le voit de plus en plus avec Allianz, il y a des régions ou des départements qui sont plus couverts par la GELI. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'impayés. Tu peux avoir des départements ou des régions où il y a trop d'impayés et donc les assureurs refusent
de t'impayés ou alors s'ils refusent pas, ils vont te proposer une prime d'assurance qui est beaucoup plus forte. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte, si tu veux mettre en place une GLI. Donc tu as la solvabilité. Généralement, quand tu passes par une agence immobilière, ils te font un truc assez simple. Ils regardent si ton locataire, il gagne au moins 3 fois, le montant du loyer. Donc c'est le loyer et charges comprises. Ils comparent par rapport à l'ensemble de tes revenus nets. Ils regardent quel est le ratio. Nous, le ratio est à 2,7 avec Allianz. Après, il faut regarder si tu as des carences ou si tu as des franchises ou pas qui sont proposées, par l'assureur. Donc des carences, on a systématiquement une de 3 mois lorsque tu mets en place la GLI en cours de bail. Sinon ça serait, trop facile et l'assureur, tout le monde voudrait mettre en place une GLI, dès lors qu'on a un impayé, on met en place la GLI. Ça ferait Ils feront un peu faillite les assureurs, donc là, c'est pour ça que tu as une carence de 3 mois et après il faut regarder aussi quand tu vas choisir ta GLI, c'est quoi le montant total qui va être indemnisé par l'assureur? Donc ça va entre 70 000 et 100 000 € de remboursement de loyer. Donc c'est pas mal, hein, déjà quand tu vois 70 000 €. Si tu as des loyers, toi, tu te mets déjà un loyer à 1 000 €, ce qui est énorme. Ça te fait, sur 1 an, on est à 12 000. Sur 3 ans, tu es déjà à 36 000. Donc tu vois, on est suffisamment large. Généralement, tu arrives pas à c'est compliqué d'arriver à ces montants et après ce qu'il faut regarder aussi, en plus du montant qui va t'être indemnisé, c'est pendant combien de temps l'assureur va t'indemniser? Tu as des assureurs qui te mettent des limites, comme Visal. Donc il vaut mieux privilégier des assureurs qui te remboursent en durée illimitée et pas de se dire: «OK, bah, je vais te rembourser pendant les 2 ans». Je vais te rembourser 500 € pendant 2 ans, c'est différent que je te rembourse 500 €, jusqu'à que la procédure d'expulsion ait lieu. Parce que si la procédure d'expulsion dure 3 ans et ben, bah, tu es sûr que l'assureur va te rembourser jusqu'à la fin. Donc ça, il faut bien regarder, tous ces critères, solvabilité, carence, montant total qui va être indemnisé, la durée d'indemnisation. Heu et puis un truc que j'ai oublié aussi qui est super important, c'est qui vérifie le dossier. Ça, c'est ce qui fait aussi la grosse différence sur le marché, parce que tu sais, quand tu as ton locataire qui postule, tu lui demandes, toutes ses pièces justificatives. Une fois que tu as ça, il faut que tu étudies le dossier du locataire et que tu vérifies qu'il n'ait pas fait de faux documents, qu'il ait pas transformé son contrat, de CDD en CDI, qu'il ait pas modifié son bulletin de salaire. Donc tout ça, en fait, c'est qui vérifie tout ça? Sur le marché aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt, les assureurs demandent aux propriétaires bailleurs de vérifier. Tu vois, ils déportent la responsabilité sur l'investisseur en disant: «Allez-y, vérifiez-moi le dossier. Si, par rapport à ma checklist que je vous ai donnée, le locataire, il rentre dans les cases, c'est bon, on signe le contrat, et on met en place la GLI». Mais ça, c'est risqué parce que le jour où tu as un impayé, bah, l'assureur c'est là qu'il va faire un contrôle et s'il trouve, que le dossier n'est pas conforme ou qu'il a été modifié ou falsifié, il va pas t'indemniser. Donc ça, quand tu veux choisir une GLI, bah, choisis un assureur qui prend la responsabilité en amont de vérifier le dossier et de te mettre le tampon. C'est bon, j'ai vérifié le dossier du locataire, j'en ai pris la responsabilité et si demain il y a un impayé, bah, je pourrais pas revenir en arrière, je pourrais pas ressortir le dossier du locataire en disant: «Ah, au fait, il manquait un truc». Voilà, donc ça, c'est des petites nuances, mais qui peuvent, te mettre dans la panade après lorsque tu as un impayé. Nous, pour donner un exemple, au niveau de Monsieur Hugo, on a une cellule de gestion qui est mandatée par l'assureur, donc Allianz, et qui va, valider pour le compte du propriétaire les pièces justificatives du locataire. Et donc quand la cellule de gestion a dit: «OK, tout est bon, tout est conforme et on est OK», l'assureur derrière ne reviendra pas sur le dossier. Après, il y a une question de coût. Donc là, toi, ce que tu as pu négocier avec Allianz, c'est 2 1,80 des loyers et charges comprises, c'est ça? Ouais, alors et donc le dernier paramètre, mais généralement c'est le premier que l'investisseur regarde, c'est: «Ça me coûte combien ce truc-là?» Donc on se précipite et on regarde que le coût. Sur le marché aujourd'hui, ça va entre 2,5-3 %, 3,5, on va dire une moyenne à 3 %. 3 %, donc 3 % c'est quoi? Ça va te coûter tous les mois 3 % du loyer charges comprises.
Donc si tu as un loyer à 1 000 €, ça va te coûter 30 € tous les mois pour, mettre en place l'assurance, garantie loyer impayé. Nous, on a négocié des offres de gros avec Allianz et d'autres assureurs. On est à peu près à 2 du loyer, charges comprises. Heu, voilà un peu, donc il y a le coût à regarder, mais il y a tous les autres critères qu'on vient de voir ensemble qui sont aussi super importants. Donc faut pas se fier qu'au coût. C'est bien, mais regardez aussi les autres petites lignes, et notamment, qui vérifie le dossier, en amont parce que c'est des choses qui peuvent, heu, pour lesquelles, l'assureur peut vous refuser l'indemnisation après. Donc c'est un peu dommage, quoi. Très clair. Hop. Donc là, on a vu garant, GLI. Alors un truc que moi j'aime bien, c'est la GLI inversée. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, la GLI inversée, c'est un concept malin qui a été introduit sur le marché et qui permet, aux locataires de souscrire donc à une GLI. On dit que c'est inversé parce qu'au lieu que ce soit le propriétaire qui souscrit, c'est le locataire qui souscrit et donc le locataire, va souscrire à une GLI inversée à un assureur du marché et c'est lui qui va payer les primes d'assurance. Donc au lieu que ce soit le propriétaire qui paye les 30 € par mois, c'est le locataire qui va payer 30 € par mois et après la finalité, c'est la même, c'est que quand il y a un impayé, quand il ne paye pas son loyer, bah, c'est l'assureur qui va payer le propriétaire. Après la GLI inversée marche, plus dans les très grosses villes, où il y a une très, très forte, concurrence, locative. Il y a très peu d'offres et beaucoup de locataires qui cherchent parce que c'est un coût, quoi. Tu vois, le locataire, s'il faut qu'il rajoute 30 € en plus sur son loyer, bah, c'est important pour lui et donc il le fait, bah, quand il galère à trouver des logements, quand il y a aucun logement disponible ou quand la solution qu'il ait trouvée pour même s'il a un dossier un peu, moyen, voilà, il le fait pour que le propriétaire se dise: «Ah OK, c'est sympa, c'est lui qui va payer ma GLI à ma place, quoi». Heu, moi, aujourd'hui, j'ai jamais eu de locataire qui m'a, proposé une GLI inversée. Je sais pas, j'en ai jamais eu, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent exister et qui, à mon sens, sont, plutôt réservées à des villes, où tu as une très, très forte tension locative, quoi. Ouais, moi, c'est du Paris, colocation Paris. Ça m'était proposé, à l'époque, c'est un locataire qui m'a proposé ça, Ouais, anglais. Il OK. dit: «Ah ouais, je peux» en fait, je pense que, enfin, des personnes lui ont indiqué de prendre ça pour une colocation et du coup, moi, il m'a dit, enfin, c'est, Sarah d'ailleurs. Elle m'a dit: «Ouais, Victor, en fait, je peux prendre Garant Me». Je fais: «OK, c'est quoi?» J'ai regardé, en fait, j'ai dit inversé, je dis: «OK, vas-y». Ouais, alors c'est bien aussi effectivement, tu as raison de le préciser pour des études ou des locataires étrangers. Parce qu'on sait que quand tu es à l'étranger, c'est quasi impossible, enfin, c'est de trouver un logement. Déjà qu'en France, c'est compliqué, donc c'est déjà tu as la barrière de la langue, après tu as pas de garant, après ils sont là généralement pour de très courtes durées. Donc ça peut être une solution aussi pour les étudiants ou les locataires étrangers de trouver une location plus facilement en France. Mais là, en plus, voilà, toi, tu es typiquement dans les bonnes cases, Paris et le locataire étranger. Donc ça m'étonne pas, oui, effectivement, qu'il t'ait proposé une GLI inversée et d'ailleurs, ça peut-être pour ça que tu l'as choisi. En tout cas, parce qu'il avait ça, tu l'as retenu. Peut-être que tu l'as pas retenu si tu avais, dit, je sais pas: j'ai, heu, j'ai juste un garant ou j'ai juste autre chose ou j'ai pas grand-chose à te proposer». Mais effectivement, ça peut être une alternative pour un profil de locataire particulier ou un profil de location particulier, quoi. Protection juridique, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière solution? Ouais, alors protection juridique, donc ça, c'est la dernière solution, dont je voulais te parler parce que c'est une solution qui marche bien. Alors protection juridique, je pense que tu connais un peu le fonctionnement parce qu'on en a entendu parler via les banques. Moi, j'ai souvent ma banque qui m'appelle et qui me dit: «Tiens, ça te dirait pas une petite protection juridique, pour toi, pour ta vie perso, pour, si tu as un souci, je sais pas, dans ta maison, si tu vas en vacances, que tu te fais avoir ou tu vas chez le garagiste et que c'est le travail est mal fait». Protection juridique, c'est ton bras droit juridique, donc c'est un juriste vers qui tu vas te retourner lorsque tu as un souci. Et j'aime bien faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, tu vois? Par exemple, quand tu bosses en entreprise, dans les entreprises, généralement, tu as un service juridique.
service juridique, il est là pour, régler, toutes les problématiques juridiques en interne dans l'entreprise, pour faire toute la partie contractuelle. Quand quand tu es propriétaire bailleur, bah, finalement, tu gères aussi un peu ta micro-entreprise parce que tu as des revenus qui sortent, tu as une activité à gérer et donc si tu as pas de service juridique, quoi. Quand tu es tout seul, tu as pas de juriste, tu vas pas embaucher un juriste qui va bosser pour toi non-stop. Hem, donc la protection juridique, tu peux le voir comme ton avocat dans la poche, comme ton bras droit, juridique que tu peux solliciter quand tu en as besoin. Et donc ce qui est intéressant, c'est, quand tu as un souci dans le logement, qui est pas forcément qu'un impayé, mais ça peut être un locataire heu qui fait de la sous-location. Moi ça je l'ai eu une fois, j'ai retrouvé mon bien sur Airbnb. Alors que, tu vois, je l'avais loué à un locataire, avec un bail, classique et heu c'est interdit. Tu as pas le droit de faire de la sous-location. Tu as un locataire qui veut pas entretenir le bien, tu as un locataire qui fait trop de bruit. Ça aussi, j'avais déjà eu, plusieurs fois des locataires qui faisaient les fêtes, tu vois, tous les samedis soirs. Après, j'avais les voisins qui me contactaient, j'avais le syndic qui m'envoyait des lettres de mise en demeure. C'est un peu galère à gérer parce que c'est toi la responsable. Toi, en tant que propriétaire bailleur, c'est à toi de t'assurer que les locataires, ils ont un usage paisible du logement. Donc finalement, ça te retombe sur ta pomme, ou même si tu as un problème lors de l'état des lieux de sortie, tu as un problème de contestation du dépôt de garantie, enfin, même des artisans, tu vois? Tu as un artisan qui vient chez toi pour refaire, je sais pas, ta salle de bain et que le truc il est mal fait, que ça fuit, tu vas te prendre la tête avec l'artisan parce que, c'est mal fait, il faut qu'il revienne, il veut pas revenir, il est parti sur un autre chantier et le truc ça continue à fuir. Donc la protection juridique, ça sert à ça, ça sert à te protéger contre tous les risques que tu peux avoir dans ton logement, avec ton locataire, avec les voisins, le syndic, le fisc, ton expert comptable. Et donc dès que tu as un souci, au lieu d'essayer de le régler par toi-même, bah là, tu appelles ton service juridique et eux derrière, bah, ils vont comment dire? Hem, appeler la partie adverse. Tu leur expliques le souci, ils appellent la partie adverse, ils vont rédiger les bons courriers. Il est là, si tu veux, le juriste pour, te défendre, c'est comme si tu avais un avocat, faire respecter les obligations du locataire. Et donc comme on l'a vu, par exemple, si tu as un impayé, on a repris le process quand tu as un impayé, bah, lui, il se charge de te faire toute la partie traitement à l'amiable de l'impayé. Ensuite, si ça ne marche pas, il va ouvrir la procédure judiciaire. Donc ça, c'est lui qui va piloter toute cette procédure. Ça, il le fait pour un impayé, mais il peut le faire, par exemple, si c'était un artisan qui était venu chez toi et qui avait, bâclé le travail. Donc, dès lors que tu as un litige en cours, tu peux faire appel à la protection juridique, heu et le gros avantage, c'est qu'ils traitent aussi les impayés, heu, mais ils vont pas t'indemniser. Donc ça, c'est la différence entre une GLI et une protection juridique, c'est que les procédures sont les mêmes pour tout le monde. Tu as un juriste qui va te gérer toutes les procédures, heu, mais par contre la protection juridique ne va pas t'avancer, ne va pas t'indemniser les loyers. Ça, c'est plutôt la GLI qui le fait. Donc généralement quand on nous demande on me demande: «Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une GLI ou une protection juridique?» Ce que je réponds, c'est si tu as pas de trésorerie, si tu peux pas te permettre de ne pas avoir un mois de loyer et que ça te met dans le rouge, au niveau de ta trésor, il faut prendre une garantie de loyer impayé parce que ça va automatiquement te rembourser le loyer. Après, si tu peux te permettre d'avoir, un peu des mois, enfin des mois, sans être payé, tu peux effectivement passer sur une protection juridique. Mais dans quel que soit nous, on conseille à tous nos propriétaires, la protection juridique, c'est la base, c'est ce que tu dois avoir, c'est le minimum syndical légal que tu dois avoir, parce que tu as des impayés, oui, mais tu as pas que ça. Tu as toutes les emmerdes du quotidien et quand tu as un souci avec le locataire, en plus, ils sont de plus en plus outillés, ils sont de mieux en mieux défendus par des associations qui défendent les locataires. Donc toi, si derrière, en tant que propriétaire bailleur, tu as pas un arsenal juridique, tu as pas les bons outils, bah, tu vas galérer à gérer par toi-même. Donc tu vas perdre du temps, ça va te coûter de l'argent parce que la protection juridique va te financer les procès. Tu vois, on disait qu'une procédure tout à l'heure, ça coûtait dans les 4 000 €. Bah, tout ça, c'est pris en charge par l'assureur. Quand tu as une protection juridique, l'assureur va te payer les avocats, va te payer les huissiers. Moi, là, que j'ai eu mon impayé, l'assureur, donc j'ai fait appel à la protection juridique et l'assureur, il m'a, payé, tu vois, l'huissier qui a fait le commandement de payer, par exemple. Mais donc tout ça, c'est pris en charge, par l'assureur. Donc ça, c'est vraiment intéressant à voir et c'est cumulatif. C'est-à-dire que la protection juridique, c'est la seule garantie que tu peux cumuler avec toutes les autres.
Donc ça veut dire que tu peux avoir une protection juridique avec une GELI ou avec Visal ou avec un garant physique. Donc faut en profiter parce que c'est la seule qui te couvre, qui est compatible avec toutes les autres garanties qui existent sur le marché et c'est celle que tu dois solliciter en premier lorsque tu as un pépin qui t'arrive dans ton logement. Hem, donc ça pour moi, c'est vraiment le plus important. Moi, j'en ai une, tu vois? Typiquement, je l'ai mis en place sur tous mes biens, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à gérer, personnellement tous les litiges avec mes locataires. Heu et quand tu veux en mettre une en place, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a créé une spécifique pour les bailleurs. Généralement, les banques, elles te proposent des protections juridiques qui sont pour ta maison, enfin pour ta résidence principale. Ça couvre pas les biens mis en location. Donc il faut vraiment s'orienter vers des protections juridiques créées et conçues pour les bailleurs, c'est-à-dire pour les biens que tu mets en location. Donc ça, c'est super important parce que sinon tu ne seras pas couvert et donc nous, c'est ce qu'on a voilà, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, une protection juridique spécifique qu'on a mis en place avec AXA qui couvre, donc avec, sur le site de Monsieur Hugo, tu pourras effectivement retrouver, le fonctionnement, mais c'est à peu près ce que je t'ai décrit, et donc c'est, quelque chose que moi j'utilise à titre perso et que nous, on a intégré, si tu veux, dans tous nos abonnements, un peu d'office, parce que c'est un peu ta clé de sortie, tu vois, quand tu as un litige, quoi. Tu pas tout seul, quoi, à galérer avec ton locataire. En synthèse, garant, caution solidaire quoi qu'il arrive, dans la plupart des cas et après si tu es un peu ric-rac, Visa GLI. Ouais, garant quand tu peux, moi, je systématise le garant. Si c'est étudiant ou apprenti, bah, là, tu peux coupler ça à un Visal. Alors généralement, les étudiants, ils prennent la Visal et puis ils ont le garant physique et après pour les autres cas enfin pour tous les autres profils, de toute façon, moi, j'ai la protection juridique en place avec le garant physique. Heu, voilà un peu voilà, donc c'est un peu adapté en fonction de aussi toi, le risque que tu veux prendre dans l'investissement. Est-ce que tu acceptes d'avoir quelques impayés ou pas? Enfin, de ne pas être payé, de ne pas avoir, tes loyers qui tombent. Moi, c'est ce choix-là que j'ai fait et donc c'est pour ça que je prends pas de GLI aujourd'hui. Mais après, il y a des investisseurs qui veulent absolument avoir la GLI juste parce qu'ils ont des prêts bancaires et que, ils sont, tenus de rembourser, tu vois, leur emprunt et que s'ils ont pas le loyer, bah, enfin, c'est la cata, quoi. Bruno, je te remercie. Sacré Voilà, épisode. Heu, j'espère que ça a été, c'est un peu plus clair, et en tout cas, je pense qu'il faut, ne n ch prendre le temps de réfléchir à tout ça, lorsque tu remets en location, parce que généralement c'est pendant la location que tu le fais et si tu as déjà des locataires en place, bah, sache que tu peux quand même mettre en place, tu vois, un garant, on en a parlé, tu peux mettre en place un garant, même Visal ou même une GELI ou même la protection juridique. Tu peux mettre en place toutes ces garanties aussi pendant la location. Mais en tout cas, il faut vraiment se prendre le temps de se poser 5 minutes, pour comprendre comment on est, couvert, et pas attendre le dernier moment, pour se dire, quoi faire, quoi, si j'ai un souci, quoi. c'est très clair. On organise aussi, de temps en temps sur, le groupe Meetup, de Fire, des petits événements sur la fiscalité. On en fait pas mal en ce moment. N'hésitez pas à venir nous voir, vous pouvez nous poser nos questions en live, donc comme ça on répond directement. N'hésitez pas à aller sur le groupe Meetup, à nous suivre. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à tester, Monsieur Hugo, vous avez un lien juste en dessous. Donc c'est très pratique. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment, le prélèvement automatique pour les loyers, et c'est aussi, pour pouvoir faire des baux de location, qui sont conformes. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Effectivement, quand on se lance au tout début, c'est des coûts, donc on a envie de minimiser au maximum, ça je comprends, moi c'est ce que j'ai fait. Plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre que le temps que vous allez économiser à utiliser des outils comme ça et ben, en fait, c'est fantastique. N'hésitez pas aussi à écouter les autres épisodes qu'on a fait, parce qu'on a descendu, on a fait un épisode sur, le bail de location, on a tout descendu avec toutes les clauses, donc n'hésitez pas à le consulter. Faites-le une fois, ça vous prend 1 heure dans votre vie et comme ça, au moins, vous allez, voir, toutes les, clauses et tout ce qui est intéressant. On se retrouve bientôt, Bruno, pour un prochain épisode. Oui. Je te remercie encore Avec plaisir. et merci à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour
Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.